bienvenue sur le plateau de Village Semences, ou plus exactement devant le plateau de Village Semences, pour une émission un peu particulière puisque nous allons fêter les 60 ans de Semae. Alors comme le disait Charles Aznavour, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais vous allez vous rendre compte tout au long de cette émission que ce qui a été décidé il y a 60 ans, c'est-à-dire quand Semae a été créé, eh bien tout ce qui a été créé reste aujourd'hui furieusement d'actualité. Mais avant de retrouver nos invités pour parler de cette histoire de ces 60 années, eh bien je vous propose de regarder ces quelques images. Impressionnant retour en arrière en 3 minutes 30 de 60 années d'existence. Alors pour parler des 60 ans de Semae, eh bien j'ai 4 invités sur ce plateau. On va commencer par Jacques Le Guillard. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous, j'allais dire que vous avez conduit le GNIS, l'ancêtre de Semae, sur les fonds baptismaux. Oui, on peut pas dire... Mettez le micro bien près de la bouche. C'était quand même le directeur du GNIS, M. Banneroy, qui le conduisait. Alors vous allez nous expliquer un petit peu comment ça se passait en 62 et avant, parce que bien évidemment, on a envie de tout connaître et surtout peut-être des anecdotes sur cette époque. À vos côtés, eh bien Thomas Bourgeois, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de la Fédération des agriculteurs multiplicateurs de semences. De l'autre côté de la table, Pierre Pagès, bonjour. Bonjour. Président d'Euralis, une coopérative dans le sud-ouest, à Pau, pour être très précis, et l'un des membres de l'état-major d'aujourd'hui de Semae. À vos côtés, François Depré. Bonjour François. Bonjour Philippe. Le président actuel de Semae. Alors, Jacques Le Guillard,
pourquoi, en 1962, on a créé cette structure, ce GNIS à l'époque? Parce que chacune des sections du GNIS vivait de son côté avec des cloisons quasiment étanches entre les différentes sections, et d'une part, et que d'autre part, les problèmes qui se posaient à l'époque n'étaient pas tout à fait les mêmes que ceux qui arrivaient en plein chantier à cette époque-là. Quels étaient les problèmes justement qui nécessitaient une union, si je puis dire? Entre autres problèmes, la mise en place de la certification qui avait démarré à des époques différentes, un peu suivant les espèces. Les pommes de terre d'abord, confiées aux agriculteurs producteurs de plants. Les céréales, c'était plutôt un autocontrôle de la qualité par les producteurs eux-mêmes. Et pour les fourragères, par exemple, c'était quasiment déjà en place à la section fourragère du GNIS, où était le service qui mettait en œuvre le contrôle et la certification. Alors, on sait tous que dans le monde de l'agriculture, on est un petit peu jaloux de son précaré, de ses prérogatives. Ça a été facile de dire en 62, allez, tout le monde autour de la table et on parle d'une même voix et on va agir ensemble dans le même sens. Oui, c'est toujours un peu difficile parce que chaque section se croit vraiment spécifique, pas au sens botanique du terme, mais vraiment particulier. Alors que malgré tout, il s'agit toujours de production de semences et que les intérêts sont communs et les problèmes aussi. Quels sont ceux que vous avez eu du mal à convaincre? Qui étaient les réticents à l'époque? Peut-être, au jugé comme ça, je dirais les pommes de terre et les potagères, peut-être. J'ai l'impression, Thomas Bourgeois, que vous dites, bah, tiens, ça me rappelle quelque chose, non? Oui, un petit peu, oui. Alors, on va continuer, on va remonter le temps. Avec vous, Pierre, les années 60-80. J'allais dire que là, c'est les premières années de tous les défis parce que 60, la guerre était même pas encore si lointaine et on était dans les années machinisme agricole notamment. Alors d'abord, on avait besoin, les années 60, c'est le défi alimentaire qui se posait à nous et le besoin d'augmenter la production agricole pour répondre à ce défi-là. Et pour y répondre, il y a eu les lois d'orientation qui ont été mises en place pour ça. Mais avec Edgar Pisani notamment. Absolument, mais on avait besoin de technologie. On parlait déjà d'innovation à ce moment-là. On avait besoin de technologie sur le machinisme, vous l'avez dit, pour accompagner ce développement, mais on avait aussi besoin des semences pour permettre d'avoir des productions agricoles qui soient les plus performantes possibles et les plus fiables possibles. C'est aussi la mise en place de la certification à ce moment-là. On y reviendra peut-être, mais on avait besoin d'intégrer les réglementations qui se mettaient en place, mais on avait besoin aussi de s'assurer de la qualité des semences pour permettre le développement de la production. Alors là, ça devait être aussi un problème parce que ça supposait de mettre son nez dans le travail des uns et des autres et c'était peut-être pas forcément très bien perçu. D'où tout le sens de l'interprofession, puisque c'était un lieu, une plateforme d'une certaine manière où on a réussi à mettre tous les maillons déjà de la filière pour justement traiter de ces problèmes-là. C'est la concertation qui a permis d'avancer et qui a permis, grâce à l'interprofession, de mettre en œuvre tous ces mécanismes-là. Et dites-moi, dans les années 60, même plutôt 80, c'était aussi le début de la génétique, on commençait à parler génétique. Alors après, on en parlait déjà, moi je viens du maïs, et le maïs a été les hybrides qui ont été la révolution de la productivité du maïs. Alors ça arrivait un petit peu avant les années 60, mais l'essor c'est bien les années 60, les années 70. Et ce qui est arrivé dans les années 80, c'est les biotechnologies qui commençaient à poindre et qui ont été aussi une vraie révolution pour nos activités de semences. Justement, ça a changé les choses, c'est-à-dire que vous êtes mis à avoir d'autres laboratoires, à avoir d'autres collaborateurs et d'autres objectifs. Il y a eu d'autres intervenants qui sont rentrés, il y a eu aussi d'autres débats qui ont commencé à arriver par rapport à ces technologies-là, mais encore une fois, l'interprofession a joué un rôle clé de concertation et d'accompagnement de l'arrivée de cette innovation.
et de réaffirmer aussi que l'innovation était nécessaire au développement de l'agriculture. François, les années 90. Alors moi j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'agriculture au début des années 90 quand un président de la FNSEA s'appelait Raymond Lacombe. Ça remonte à vieux. J'ai l'impression que ces années-là, c'était les années PAC. On n'arrêtait pas de nous parler de la PAC. On se souvient même de Jacques Chirac qui avait dit « cette réforme est inacceptable et elle ne sera pas acceptée ». Ça a dû être aussi un sacré défi pour vos entreprises, la PAC. Oui, l'histoire de la filière semencière française est vraiment parallèle de la PAC. Elle a été marquée par, à chaque fois, impactée par les grands temps de la PAC, les grandes réformes, notamment celle de 92. Mais les années 90, pour la filière semences, ce sont surtout les années de la guerre des semences qui ont été des années de grande turbulence pour l'interprofession. C'était quoi la guerre des semences? Rappelez-nous. La guerre des semences, c'est la querelle sur les semences de ferme. En fait, une loi de 1970 qui était conforme à un accord international sur la protection des obtentions végétales, cette loi française de 70 interdisait l'utilisation des semences de ferme par les agriculteurs et le recours au triage à façon. Et donc l'interprofession, qui avait à cette époque-là un rôle qu'on peut qualifier de police de la semence, à travers les agents du SOC, dressait des procès-verbaux dans les campagnes contre les agriculteurs qui faisaient du triage de semences à la ferme, et pire encore, contre les établissements, des coopératives ou des négoces qui faisaient du triage à façon pour le compte des agriculteurs et qui se rendaient donc coupables selon la loi, de complicité de triage à la façon. Et donc, il y a eu des événements marquants dont les plus anciens collaborateurs de SEMAE, du GNIS se souviennent, des occupations de locaux, des séquestrations, des procès. Et en 1989, quand Raymond Lacombe était président de la Confédération de l'agriculture française, et mon père président du GNIS, ils ont décidé d'enterrer la hache de guerre sous l'égide d'Henri Nallet, qui était ministre de l'Agriculture, en signant un accord le 4 juillet 89, selon lequel les obtenteurs, détenteurs des droits sur les variétés, autorisaient les agriculteurs à faire des semences de ferme, mais dans leur exploitation pour leur propre usage. Et donc continuer à interdire le triage à façon. Et on croyait que la question des semences de ferme était réglée avec cet accord qui avait été signé solennellement en présence d'Henri Nallet. Et en fait, quelques mois plus tard, se crée la coordination nationale de défense des semences fermières avec les syndicats minoritaires qui commençaient à apparaître, la Confédération, la coordination, le syndicat des trieurs à façon qui s'est structuré à ce moment. Et ont suivi une série de procès, de débats, d'occupations de locaux à nouveau. Et finalement, on a demandé au ministère de l'Agriculture de nous désigner au début du siècle un médiateur, André Gramont, auquel je souhaite rendre hommage, un ingénieur général qui est décédé il y a quelques mois, qui est allé voir tout le monde à Paris en moto. Il venait au GNIS, à la SICASOV, à la GPB, à la FOP. Et ça a débouché en 2001 sur le premier accord qu'on appelle financement par la semence de ferme de la recherche, l'accord CVO de 2001. Et depuis 2001, la hache de guerre est définitivement enterrée ou pas? La hache de guerre a été enterrée entre les deux principaux protagonistes, les obtenteurs représentés par la SICASOV et les producteurs de céréales représentés par la GPB. Et on a passé un accord interprofessionnel dans le cadre de la section céréales à paille et protéagineux du GNIS. Donc là, l'interprofession a vraiment joué son rôle pour générer du consensus, de l'entente entre les parties. Et depuis 2001, cet accord a été renouvelé tous les 3 ans. Il a été étendu depuis le blé à toutes les espèces de céréales à paille dont le riz, et il est en renouvellement cette année. Alors, Thomas Bourgeon, on voudrait qu'on parle aussi, parce que là on voit que ça a considérablement évolué en une poignée d'années, en 60 ans, mais on pourrait presque dire que tout a changé et rien n'a changé parce que vous avez gardé quand même malgré tout
les valeurs essentielles qui étaient celles du début, celles dont parlait Monsieur Le Guillard tout à l'heure, hein, je pense solidarité, transmission, partage, ça reste d'actualité aujourd'hui. Exactement, ça reste d'actualité puisque nous sommes une profession où la contractualisation entre les entreprises, les établissements semenciers, les agriculteurs multiplicateurs existe depuis très longtemps. Et donc, du coup, nous avons tout le monde autour de la table au niveau de l'interprofession. Et en fait, cette relation entre les établissements semenciers et les agriculteurs multiplicateurs est renforcée par ces contrats, par les différentes conventions types, pour justement que à la fois soient sécurisés les établissements semenciers parce qu'il y a un contrat, ils sont sûrs d'avoir la marchandise. Et nous, de l'autre côté, on est sûr d'être rémunérés correctement pour le travail qu'on fait. Jacques Le Guillard, quand vous regardez 60 ans en arrière dans le rétroviseur et que vous les avez là tous les trois, vous êtes fiers des bébés Gnis? Oui, oui. Je pense que le système interprofessionnel est vraiment très positif. Il se préoccupe de l'intérêt général de la filière, qui est essentiel pour tous les acteurs de la filière. Et après, les différents métiers de la filière doivent se mettre d'accord, je dirais, pour le partage des... Mais ça s'est toujours passé quand même dans la bonne humeur, dans la jovialité, et les accords ont toujours abouti. Pierre Pagès, quand on négocie, par exemple, quand on se retrouve autour d'une table avec tous les acteurs du secteur, est-ce qu'aujourd'hui, pour reprendre une expression bien rurale, on met de l'eau dans son vin? On met de l'eau dans son vin, de fait, puisqu'on est obligé de trouver des accords. François parlait d'accords céréales. C'est vraiment la colonne vertébrale de l'interprofession. C'est vraiment mettre toutes les familles autour de la table, que ce soit les agriculteurs multiplicateurs, les entreprises semencières, mais aussi nos clients, les utilisateurs, les distributeurs, et de trouver des points de convergence pour tous ensemble faire évoluer la filière et nos métiers des semences dans cet environnement qui est extrêmement mouvant. On le voit bien maintenant avec l'actualité, mais aussi avec une adaptation qui est nécessaire aux enjeux sociétaux, aux enjeux qui sont les nôtres en définitive aujourd'hui. Oui, parce que finalement, dans cette histoire, là, vous étiez, j'allais dire, un peu entre vous, même si vous n'étiez pas forcément des mêmes métiers, entre les semenciers, les agriculteurs multiplicateurs de semences, mais il y a un nouvel acteur. C'est le consommateur, François. Le consommateur, le consommateur, si je puis dire, il vous regarde, il vous observe, parfois il n'est pas tendre avec vous. Vous l'intégrez, ça, maintenant ? En fait, il faut reconnaître que pendant longtemps, nous avons considéré que nos sujets, ceux de la recherche, de l'innovation, de la production des semences, nous regardaient et étaient l'affaire des acteurs de la filière, et qu'en fait, les gens qui étaient à l'extérieur de notre cercle n'avaient pas à se mêler de nos affaires. On a compris à travers l'ensemble des polémiques sur les biotechnologies, la biodiversité, qu'il était nécessaire de nous ouvrir à la société. Alors on l'a fait en plusieurs étapes. À l'issue du plan de filière qu'on a rédigé en 2017, après les États généraux de l'alimentation, on a créé un comité des enjeux sociétaux qui nous sert en fait à être un capteur des attentes de la société, des consommateurs vis-à-vis de nos métiers. Et nous acceptons d'être interpellés. Et le deuxième temps de cette évolution, ça a été à l'occasion de notre projet stratégique que nous avons présenté en janvier 2021, c'est d'ouvrir l'interprofession, le GNIS, qui est devenu CEME à cette occasion, à d'autres acteurs, le trieur à façon, les trieurs à façon, les syndicats minoritaires et tous les acteurs qui sont mobilisés et intéressés par la sauvegarde des variétés anciennes et les échanges semenciers. Alors, après avoir regardé en arrière, maintenant on va regarder en avant. Moi, je voudrais vous poser la même question à tous les quatre. C'est quoi la priorité pour demain ? Thomas, on commence avec vous. La priorité Allez, pour demain. on se projette sur les 60 prochaines années. Sur les 60 prochaines années. Et du coup, justement, que le fameux projet stratégique continue à fonctionner et que nous avons tous les acteurs autour de la table et que le monde de la semence soit toujours présent et soit toujours facteur d'innovation. Parce que ça, c'est très important pour que l'agriculture de demain puisse continuer, puisque finalement, tout commence par une semence.
Jacques Le Guillard, alors vous avez le recul, vous les observez. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Est-ce qu'il y a des choses, vous dites parfois, tiens, là, moi, j'aurais pas fait ça comme ça, ou ils pourraient peut-être améliorer les choses? Soyez dur un peu avec François. Moi, je crois plutôt que il faut regarder le passé et constater qu'il s'est très bien déroulé et donc essayer de continuer dans la même direction. Moi, je crois toujours à l'interprofession, à la concertation et qui permet d'avancer et d'éviter les incidents, voire les accidents. C'est presque la devise belge, hein, l'union fait la force. Voilà, oui, absolument. Pierre, pour vous, l'avenir, allez, les 60 prochaines années, bon, on va peut-être aller un peu moins loin que les 60 prochaines années, mais l'avenir immédiat, ce serait quoi pour vous? Moi, je suis très heureux et très fier d'être à côté de Jacques Le Guillard et qu'il ait dit on a continué à avancer dans la même direction. Je crois que cette direction, elle reste la même, elle est portée par les valeurs de l'interprofession. Alors, on l'adapte, l'interprofession, on l'a profondément transformée au début de l'année dernière, en fait, parce que les enjeux qui sont les nôtres sont différents. Mais on doit toujours avoir une filière semencière qui est au service de ces enjeux-là et on aura toujours à l'adapter, à la transformer pour pouvoir répondre à ces attentes-là et pour être présent autour des enjeux qui sont les nôtres. Et l'adapter, la transformer, ça passe aussi par un point important, on l'a évoqué tout à l'heure, vous l'avez abordé, celui de la recherche. L'innovation, c'est le cœur. On est le premier maillon de l'alimentation, les semences. On est au premier bout de la chaîne et l'innovation, elle doit nous accompagner dans cette transformation-là. On a aujourd'hui des enjeux qui sont autour de l'environnement, du climat, etc. Les semences, on a une capacité à pouvoir adapter, à aider l'agriculture à s'adapter à ces enjeux-là en gardant la même productivité. Donc, on doit utiliser cette innovation au service de l'agriculture et au service du consommateur, en définitive. François, les semenciers français ont une place importante sur le marché mondial, hein, il faut le rappeler. Vous êtes, les semenciers, les premiers exportateurs de semences dans le monde. Aujourd'hui, est-ce que cette place est menacée et comment on peut pérenniser cette place? Alors à court terme, elle est menacée puisque la situation en Ukraine révèle l'exposition de notre filière et d'un certain nombre d'entreprises à ces marchés. La Russie et l'Ukraine sont les premiers marchés de la semence française en dehors de l'Union européenne. Et plusieurs de nos entreprises y ont investi, sont présentes. Donc on est en train, dans le cadre de notre interprofession, de faire le point à la demande du gouvernement de l'exposition de nos entreprises. Bon, au-delà de cette crise, elle révèle notre dépendance à l'exportation et la nécessité de continuer à promouvoir la semence française sur un ensemble de marchés, peut-être moins incertains que cela, en espérant qu'ils puissent devenir plus fiables dans l'avenir. Et donc, il s'agit de promouvoir le modèle semencier français, de promouvoir la qualité des semences françaises, et tout ça passe par un accès à la recherche et à l'innovation qu'on va continuer à demander. Recherche et innovation qu'il va falloir aussi décoder pour le grand public. On en parlait il y a quelques minutes, hein. Les consommateurs, c'est eux qu'il faut séduire maintenant. C'est plus forcément l'agriculteur qui va acheter les semences. Notre présence au Salon international de l'agriculture est aussi une occasion d'expliquer nos métiers et de démontrer en quoi ils sont utiles pour aider l'agriculture française à relever un certain nombre de défis, dont celui du changement climatique, naturellement. Thomas, chez vous, vous recevez, vous, ces consommateurs dont je parlais pour leur expliquer votre métier. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie aussi des pistes d'avenir, ça, une communication de proximité, entre guillemets? De toute façon, oui, il va falloir communiquer. Il y a déjà plusieurs associations qui communiquent, Agri Demain et ainsi de suite. Et je crois que oui, il va falloir passer par là pour expliquer. Alors nous, on va expliquer notre métier d'agriculteur, mais le métier de la recherche et de l'innovation, un agriculteur n'est peut-être pas capable de l'expliquer vraiment, puisque c'est vraiment quelque chose de pointu. Mais l'agriculteur aura besoin toujours de cette recherche et d'innovation pour justement pallier différents défis. La sécurité alimentaire,
2, utiliser éventuellement l'agroécologie, utiliser moins éventuellement de produits phytopharmaceutiques et moins d'engrais. Et donc, 3e point, ce que disait François aussi, le réchauffement climatique, bien sûr. Alors moi, il y a quand même quelque chose qui me surprend dans vos univers. Si on compare à d'autres secteurs industriels en France, dès qu'on vend des avions, des voitures, que sais-je encore, des centrales nucléaires, il y en a dans tous les journaux. Toutes les chaînes de télé nous font des sujets, sur toutes les radios, etc. Vous, quand vous signez des contrats à l'exportation, on n'en parle pas. C'est parce que vous avez le triomphe modeste, François, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ou parce que les gens heureux n'ont pas d'histoire? C'est parce que l'humilité fait partie de nos valeurs. Nous savons bien que nous sommes soumis aux aléas climatiques, aux aléas de la conjoncture, aux défis, on l'a déjà dit, du changement climatique. Et c'est vrai que nos entreprises, mais aussi nos partenaires agriculteurs multiplicateurs, ne sont pas des gens qui roulent les mécaniques. Et c'est aussi un des rôles de l'interprofession de faire connaître collectivement la force de notre filière et son rôle. Et ça, Pierre, ça passe notamment par le Salon de l'Agriculture depuis un certain nombre d'années déjà. Le salon est un vecteur, mais je crois qu'on en parle des semences, mais pas forcément en nous donnant une image qui est celle qu'on souhaiterait avoir. Et je crois qu'un des enjeux de l'interprofession et de l'adaptation de l'interprofession, c'est de changer l'image de la profession et du monde des semences pour vraiment montrer qu'on est au service d'eux et non pas contre. Jacques, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres. Quand vous avez démarré ça, il y a 60 ans, est-ce que vous vous disiez à l'époque... Il y a plus de 60 ans pour ma part, oui. Absolument. Mais quand le GNIS a été créé, donc il y a 60 ans, est-ce que vous vous êtes dit, là on s'inscrit dans la durée? Est-ce que vous imaginiez que 60 ans plus tard, ce que vous aviez initié, ce que vous aviez mis en place, ça fonctionnerait toujours et ce serait toujours aussi efficace? À dire vrai, j'étais très pris par le présent, parce qu'il y avait une intense activité dans tous les domaines, tout évoluait, tout changeait, on était en pleine construction en quelque sorte. Et donc je ne me posais pas trop la question de ce qui se passerait 40 ans plus tard. Et après, enfin, a fortiori 60 ans plus tard. Oui. Mais on était, me semblait-il, dans la bonne direction. Et les fondations étaient solides. On y croyait. Il fallait être un peu, j'allais dire, non pas utopiste, mais un peu rêveur pour se dire, ça va marcher. Oui, on pensait que ça allait marcher, mais il fallait le construire et le construire. La certification en particulier, c'était européen et même mondial. Et donc, ça débordait le seul cadre français. Et tout ça, en définitive, paraît rester assez solide sur ses bases. François, qu'est-ce qui peut vous arrêter aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut vous arrêter aujourd'hui? Parce que là, on dit, ouais, tout va bien, on repart pour 60 ans. Mais on a tout de même des défis devant nous. Il y a en ce moment un travail important qui est mené au niveau européen de révision de l'ensemble des directives de mise en marché des semences, avec une proposition législative qui sera faite à la fin de l'année. Donc le corpus réglementaire dans lequel la filière va évoluer dans les 20 ou 30 prochaines années, il est en train de s'écrire maintenant. Et donc il est important qu'on fasse valoir les principes du modèle semencier français, le fonctionnement du catalogue, la certification. Donc ça, c'est un défi important. En 2023, se clarifiera certainement la législation concernant l'édition de gènes, ce qu'on appelle les NBT. Donc c'est aussi un autre rendez-vous important. Et il y a en même temps des velléités de revoir la propriété intellectuelle sur le végétal. Donc réglementation semencière, NBT, propriété intellectuelle. Les 2-3 années qui viennent vont être décisives pour définir le cadre dans lequel nous allons évoluer pendant le quart de siècle à venir. Donc l'interprofession est extrêmement utile pour d'abord créer le consensus entre tous les acteurs de SEMAE et faire valoir ce consensus auprès des pouvoirs publics.
Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci François, merci Pierre, merci Thomas et merci Jacques d'être venu nous avoir fait partager un peu de votre histoire sur le plateau de Village Semences. Quant à moi, je donne rendez-vous très bientôt sur ce plateau pour un nouveau grand débat. Et puis, permettez-moi, messieurs, de vous souhaiter un bon anniversaire. Merci Philippe. Merci Philippe. Merci infiniment.